2017. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de ce journal. Nous commencerons par la présidentielle en France. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h ce matin. Du candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui va sortir vainqueur de la course à l'Élysée. On le saura ce soir à 18 h, temps universel. Le président de la République du Ghana est depuis vendredi en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Vendredi soir, Nana Akufo-Addo a été convié à un dîner au palais présidentiel. Dîner offert par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. L'actualité, c'est aussi la libération hier samedi de 82 lycéennes de Chibok au Nigeria. Ces jeunes filles avaient été capturées en avril 2014 par Boko Haram. Elles étaient 276 le jour de leur enlèvement. Aujourd'hui, il resterait encore plus de 110 lycéennes en captivité. La gestion du capital humain se trouve de plus en plus reléguée au second plan devant les objectifs que les entreprises se fixent. La productivité de notre population active se trouve menacée par l'avènement des maladies chroniques non transmissibles que sont le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, l'asthme et l'obésité. D'où la notion d'entreprise en santé. C'est une solution spécialement adaptée à la réalité et aux besoins des entreprises qui, pour prospérer, ont besoin d'employés bien formés, motivés et en bonne santé. Pour en parler, nous recevons en plateau dans le cadre du Dimanche Magazine, Dr Anigra Prince Igor, président de l'Association des médecins d'entreprise. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être venu. On se retrouve dans une demi-heure. L'élection présidentielle française a lieu ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8 h en métropole pour le second tour. Et pour ce second tour, Emmanuel Macron, candidat d'En Marche, est opposé à Marine Le Pen, représentante du Front National. Quel que soit le résultat, ce sera une première. Les deux candidats ont voté ce matin, comme vous le voyez sur ces images. Tout comme Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui sont arrivés en tête du scrutin à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle avec respectivement 24,01% et 21,3% des suffrages exprimés. Quelques 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour cette élection. Le taux de participation à la mi-journée était de 28,23%. Notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo, était présente à l'ouverture des bureaux de vote. Pour ce second tour de la présidentielle française, petite mobilisation à la mi-journée dans les bureaux de vote. Je suis venu pour voter comme tout citoyen. Déjà, c'est le deuxième tour d'élection présidentielle. C'est notre choix de vie pour les 5 prochaines années. Donc, d'où le choix important de venir voter encore aujourd'hui, quoi. On attend, ce sera ce soir que chacun pourra sauter ou pleurer. On verra bien ce qu'il en sera ce soir. 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui ont voté avant midi. Un peu plus de 66 500 bureaux de vote sont ouverts sur toute l'étendue du territoire. Dans un contexte de risque d'attentat, le plan Vigipirate est appuyé par l'opération militaire Sentinelle. En tout, 50 000 policiers, gendarmes et militaires sont déployés pour garantir la sécurité du scrutin. À Paris, le dispositif est le plus imposant. 12 000 hommes sont en alerte. Le ministère de l'Intérieur a lui ouvert une cellule de suivi, comme lors du premier tour, pour parer à toute éventualité. Ici, dans la ville de Lognes, au bureau numéro 3, petite mobilisation. Nous sommes d'ailleurs avec le président de ce bureau, monsieur Lionel Martinez. Alors, quel est l'état des lieux à ce moment précis de la journée? Écoutez, à midi, on était à peu près au même niveau national. Donc la mobilisation jusqu'à présent est bonne. Et apparemment, il y a du monde dans ce bureau, donc je pense qu'on fera à peu près le même score qu'au premier tour. Merci. Au niveau de la participation. Merci beaucoup. Il faut noter, Hamza, que le ministère de l'Intérieur a annoncé pour cette mi-journée un taux de participation de 28,23% sur l'ensemble du territoire.
Merci Alexis Ouedraogo que nous retrouverons ce soir sur le coup de 20h, donc heure française. Si les électeurs français d'outre-mer ou vivant sur le continent américain ont donné samedi le coup d'envoi du second tour de la présidentielle, suivent les électeurs de la métropole ce dimanche et ceux d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Notre reporter Abou Sanogo revient du consulat de France où a lieu le vote ce dimanche. Son reportage. La France élit son nouveau président ce dimanche. À Abidjan, les électeurs français sont sortis nombreux malgré la fine pluie qui a arrosé la capitale économique pour exprimer leur vote dans les 5 bureaux installés au consulat. J'ai fait mon devoir, je suis très contente, on va voir ce soir, on croise les doigts. Tout se passe super bien, très bien organisé, pas de problème. C'est très important ce scrutin et j'espère que il n'y aura pas autant d'abstention que l'on craint. L'enjeu, c'est un avenir qui n'est pas facile de toute façon, hein, donc on espère que, quel que soit le candidat qui passe, que les choses soient faites correctement, quoi. Et dans l'intérêt de chaque citoyen, c'est tout. Une file d'attente se formait à l'extérieur. Les attentes des Français de l'étranger sont grandes. On espère, nous, les Français de l'étranger, qu'on aura un président qui va s'occuper de nous, parce qu'on a des problèmes à l'étranger, des frais d'école qui sont hyper chers, la santé qui coûte cher. On est loin de la France, mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à toute la diaspora française qui vit au-delà des frontières. Il faudrait que les Africains recommencent à admirer la France, comme par le passé. Ce qui n'existe pas, n'existe plus maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, je pense que nous aurons satisfaction. 11 000 votants sont attendus ici pour choisir qui de Marine Le Pen du Front National et de Emmanuel Macron, candidat du mouvement En Marche, dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Le président de la République du Ghana est depuis vendredi en visite de travail et d'amitié de 72 heures en Côte d'Ivoire. Nana Akufo-Addo a été conviée dans la soirée de vendredi à un dîner au palais présidentiel. Dîner offert par son homologue ivoirien Alassane Ouattara en présence de l'ensemble des membres du gouvernement. Le président ghanéen, lui, était accompagné d'une forte délégation. Sidonie Davila était à la soirée pour le compte de RTI1. Vive la République de Côte d'Ivoire avec toute mon amitié. Un toast au soir de l'arrivée du président Nana Akufo-Addo pour marquer la longue et solide amitié qui lie le Ghana et la Côte d'Ivoire. 4 mois après son accession au pouvoir, le président ghanéen se réjouit des bonnes relations avec son voisin, la Côte d'Ivoire. Sa visite donne l'opportunité de mettre sur la table une coopération vieille de plusieurs années. À l'occasion du dîner officiel qui lui a été offert, le président ghanéen a souligné les points forts de cette coopération. Ce qui est le plus important pour nos deux populations, c'est l'exploitation paisible de nos ressources maritimes pour le bénéfice des 2 pays. Bien sûr, la coopération, qu'elle soit durable, avec une démocratie stable pour le bénéfice et la richesse des peuples d'Afrique. Nous voulons renforcer la coopération plus étroite entre nous avec de nouvelles initiatives qui ont été proposées par Monsieur le Président de la République suite à la signature de notre coopération de partenariat stratégique. La Côte d'Ivoire et le Ghana, favorisés par une même zone géographique en Afrique occidentale, ont tissé une amitié solide et une solidarité qui ne peuvent que leur être mutuellement bénéfiques, a relevé le président Alassane Ouattara. Nos 2 États disposent d'un secteur privé dynamique et ouvert à la compétition. Il nous revient donc de créer ensemble les conditions juridiques et financières notamment qui favoriseront l'accroissement des flux commerciaux entre nos 2 pays. Nous devons encourager des échanges de délégations d'hommes d'affaires ainsi que la participation réciproque aux foires et expositions organisées par les 2 pays. De telles initiatives ne pourront que faciliter l'interaction entre les opérateurs économiques ivoiriens et ghanéens. Le président Alassane Ouattara et le président Nana Akufo-Addo ont pris l'engagement d'apporter beaucoup plus de dynamisme à la coopération et ce, en présence de nombreuses personnalités à cette réception.
le président ghanéen, en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne, a été fait grand croix de l'ordre national. Direction d'Aoukro, où 6 salles de classe du primaire et un bureau du directeur viennent d'être construites et entièrement équipées. Ces salles réalisées par la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, ont été réceptionnées par la Direction régionale de l'éducation nationale de Daoukro. C'était en présence de la ministre Kandia Camara. Notre reporter Gabriel Zani y était aussi. La demande de scolarisation est forte, mais les infrastructures sont peu nombreuses. Pour pallier cette insuffisance, les entreprises prêtent main forte à l'État. Ici à Daoukro et Pépé Gagou 4, dont la pose de la première pierre s'est faite en juin 2014, vient d'être achevée. L'école fait partie du groupe scolaire de Gagou. Elle est une fierté pour les cadres qui ont fait les bancs dans l'établissement. Il y a exactement 52 ans, en effet, que nous faisions nos premiers pas sur le petit chemin qui menait à cette école, qu'on appelait à notre temps les PPG. C'est avec joie, mais surtout avec une charge émotionnelle indicible que j'évoque ces souvenirs indélébiles dans la mémoire de tant d'enfants. Malgré les investissements des entreprises en faveur du secteur éducation-formation, les défis restent nombreux. La question des équipements des infrastructures est latente. La ministre de l'Éducation lance un appel aux entreprises, sans oublier d'interpeller les enseignants à la responsabilité. La politique de scolarisation obligatoire rend la question des infrastructures encore plus pressante et préoccupante. J'ai toujours lancé un appel pressant à nos compatriotes afin qu'ils accompagnent l'État qui ne peut tout faire tout seul. EPP Gagou 4 est aussi baptisé EPP Henri Konan Bédié. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est représenté par son épouse. Les ministres Kandia Camara et Kobena Kwasi Adjoumani, accompagnés des partenaires de l'initiative, ont été reçus par Henri Konan Bédié. Je remercie à cet effet Madame la ministre Kandia Camara. Je remercie Monsieur Kolia Adams et la LONASI. 6 classes et un bureau de directeurs équipés, c'est la promesse tenue par la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La circonscription de Daoukro compte 12 500 élèves, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. À Odiéné, à 865 km au nord d'Abidjan, s'est tenu pendant 48 heures le Forum des villes intermédiaires. L'évaluation de l'application des agendas mondiaux en matière de développement urbain, voilà le thème de cette rencontre. Hier, samedi, deuxième jour des travaux, les participants ont échangé sur plusieurs thématiques et une convention de jumelage entre les villes participantes a été également signée. Le témoignage d'Herman Guivet. Forum régional des villes intermédiaires, cérémonie d'ouverture achevée, place aux discussions entre experts de tous horizons et acteurs de terrain. Il y a peu de collectivités qui peuvent se prendre en charge. À plus forte raison, établir un programme. S'il n'y a pas de données, nous ne pouvons pas avoir une vision, nous ne pouvons pas développer un tableau de bord. Au niveau du Bénin, depuis 2006, nous avons commencé par élaborer un document qu'on appelle tableau de bord social. Des idées pour tracer les sillons d'une vision qui fera des villes intermédiaires des pôles administratifs, technologiques, culturels, touristiques et économiques d'envergure internationale. Dans cette veine, des conventions de jumelage ont été signées entre les maires des villes participantes. La ville d'Odiéné a désormais une autre sœur jumelle, la ville de Parakou, au Bénin. Tout acte de jumelage est un acte de partage culturel. Et cela est recommandé entre les villes. Et les échanges sont des lieux de construction d'une durabilité des actes posés. Comment planifier au niveau de nos différentes villes pour permettre à ces villes intermédiaires de pouvoir être des leviers du développement demain et permettre à l'Afrique de pouvoir s'inscrire dans le giron mondial du processus de développement des villes en Afrique et dans le monde entier. Ça concerne le jumelage entre des villes du Sud. Donc c'est la coopération décentralisée Sud-Sud.
Moi, en tant que chef de la délégation marocaine, il y avait des jumelages, des conventions de jumelage qui ont été signées avec les villes marocaines qui sont là, ici à Haute-Vienne en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important parce que nous avons une relation État avec État, mais c'est important d'avoir des relations de jumelage ville avec ville parce que nous avons beaucoup de choses à partager. Décentralisation et développement urbain, principale préoccupation de ce forum. Prochain rendez-vous 2018, Chefchaouen, au Maroc. Venons-en à présent à la célébration du barrage de la localité de Gbon, une tradition chaque année depuis 1970. L'on est amené à se demander pourquoi tant d'intérêt pour ce barrage au point de susciter une fête. Parce que c'est un stimulateur de développement tout simplement. On en parle avec Léon Brou. À peine les premières pluies, mais déjà du riz à maturité. Nous sommes dans le périmètre irrigué de Gbon, une opération grâce à la réhabilitation de ce barrage. Coût de ces deux travaux, plus de 700 millions de francs CFA financés par l'État et depuis 2012 sortent de cet espace de 105 hectares, environ 500 tonnes de vivriers, riz et maraîchers compris, production annuelle de quelques 200 coopérateurs. Lorsque je cultive ce champ, le champ me permet de m'occuper de mes enfants, d'habiller mes enfants, de scolariser mes enfants et de m'occuper de la popote. On avance par rapport à ce que le gouvernement nous a fait. Mais ce qui reste encore jusqu'à la Baboué, on avait posé ça au ministre de l'Agriculture, qu'il y a une place encore qui était restée, d'ajouter nos frères qui n'ont pas encore eu pour qu'ils puissent gagner. En attendant, la mairie multiplie les initiatives pour davantage de projets structurants autour de ce barrage. Domaine cible, pisciculture et tourisme pour promouvoir l'emploi jeune. Le maire Aboulaye Kouré, en son temps, avait mis près de 9000 poissons dans le barrage. Et ça a permis aux jeunes de travailler. L'équipe de la mairie qui est en place actuellement, nous sommes en train de prendre des dispositions, voir dans quelle mesure nous pourrons créer des piscicultures au bord du barrage. Le barrage de Gbon a été réalisé en 1975. À cette époque, c'était la réponse de feu le président Félix Houphouët-Boigny à la pénurie d'eau dans cette localité du nord ivoirien. En 1974, le président Félix Houphouët-Boigny est passé à Gbon. Sa première question, il dit mais pourquoi est-ce que les femmes là ont mis la boue sur leur corps? Et c'est là le député a dit ces femmes-là peuvent faire une semaine, voire même 3 mois, parfois, sans eau. Et le président Houphouët, en 1975, il a donné l'ordre à l'État de faire un barrage à Gbon. Réponse à la pénurie d'eau, de vivriers et d'emplois, le barrage de Gbon pour les populations reste le stimulateur de leur épanouissement, raison de la célébration annuelle de cette retenue d'eau au menu, sport, danse du terroir sénopho et d'ailleurs, sortie des tentes sur les bords du barrage. Le ministère des Eaux et Forêts vient de faire capturer le dernier rhinocéros vivant en Côte d'Ivoire. Sorti de la forêt classée d'Abokouamekro, l'animal a erré pendant plus de 15 ans dans la région du Moronou et sa cohabitation avec les populations s'est avérée parfois dramatique. Mais avec l'appui d'experts sud-africains, il a été transféré au centre de la Côte d'Ivoire, dans la réserve du Rivernsea Lodge, située dans la forêt classée de Mafa. L'objectif est de protéger cette espèce en voie d'extinction. Serge Collier. Diamalabo, village de la sous-préfecture de Témélécro, dans la région du Moronou. Il est 7 heures, ce jeudi 4 mai 2017. Dans quelques instants, la petite bourgade va vivre un fait inédit, une opération extrêmement risquée. Il s'agit de la capture et du transfert en lieu sûr d'un rhinocéros de 2,5 tonnes. L'animal cohabite depuis plus d'une décennie avec les populations villageoises. Tout se passait très bien jusqu'à la date fatidique du 4 août 2016, date à laquelle il a accidentellement tué le chef du village de Frondobo. Il arrivé un moment où on ne peut plus la supporter. À 10 mètres, si tu n'as pas la chance, il va te charger. Même dans ce village, il y a 12 personnes qui ont échappé, grâce à Dieu. Cette jeune femme, elle, s'est plutôt éprise d'amitié pour le rhinocéros. Tout le temps, quand le rhinocéros la passe, je lui donne manger. Ah oui, c'est là, j'étais découragée. Comme cette jeune femme,
Beaucoup de personnes ont gardé un lien affectif avec le rhinocéros. Tout le temps, les gens sont ici pour venir le voir, pour venir le filmer. Aujourd'hui, ce dernier jour-là, vraiment, on sait qu'on a perdu beaucoup de choses. Ce matin, l'heure n'est cependant pas aux épanchements. Venue d'Afrique du Sud, l'équipe du docteur Wilmer a pour mission de sauver le dernier rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest. Nous avons 2 étapes. Il y a l'étape de la préparation des produits. Il va falloir donc l'endormir, donc flécher. Et après cela, il faut préparer le transbordement. 8h30, la chasse au rhinocéros peut démarrer. Il est repéré dans une broussaille non loin du village. Le docteur Wilmer se sert de son fusil à flèche anesthésiante pour le neutraliser. 15 minutes après, le rhinocéros commence à ressentir les effets des produits. Moyens humains et médicaux sont déployés. Le docteur procède aussi à l'ablation de la corne, une stratégie pour mettre désormais le quadrupède à l'abri de la convoitise des braconniers. L'animal en état de semi-indolence est conduit dans le véhicule affrété pour son transbordement. Sa jeune amie ne peut retenir ses larmes. Le chef du village, par contre, se sent soulagé. Je suis en paix, je peux dormir tranquille. Sinon, vraiment, la cohabitation est tellement difficile. Opération réussie pour le ministère des Eaux et Forêts. On a pu faire toute cette opération sur un animal qui a vécu plus de 20 ans sans recours à un vétérinaire. Et malgré toute cette opération, l'animal se porte très bien. Donc vraiment, c'est notre grande satisfaction. À leur façon, les femmes de Diamalabo expriment leur satisfaction. Elles font même une aide d'honneur au rhinocéros en guise d'adieu. Les chefs, quant à eux, ont des doléances qu'ils mettent sur la table. L'animal a cassé la clôture de la pompe villageoise. C'est la seule pompe. Nous avons des problèmes d'eau. Le village n'est pas électrifié. Direction la forêt classée de Mafa, où il sera confié par la Sodefort à la réserve privée de River Lodge, à Bourbeau, non loin de la ville de Boaké, dans la région du Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire. L'opération a coûté 175 millions de francs CFA. Le rhinocéros de Diamalabo transféré, une autre situation similaire pointe à l'horizon. Il s'agit d'un éléphant qui trouble le sommeil des populations dans la région du Lodjibois. Reportage signé Serge Coléa. Après la 3e édition du Sahara qui a eu lieu en 2015, la Côte d'Ivoire prépare déjà la 4e. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan est une plateforme d'investissement direct dans le secteur agricole, d'exposition du savoir-faire agricole, de l'élevage, de la pêche et d'échange d'expériences. Il aura lieu cette année du 17 au 26 novembre prochain sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Bouët. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et son collègue des ressources animales et halieutiques n'attend pas moins de 300 000 visiteurs à cette édition. Francis Boifo. La réussite du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017, dépend en partie du rôle que joueront les journalistes. La presse doit permettre aux agriculteurs de savoir ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ce qui se fait en Afrique du Sud, pour ne prendre que l'exemple de ces deux pays. La presse doit pouvoir porter à la connaissance du grand public les innovations qui vont être présentées au Sahara 2017. La presse doit jouer un rôle qui permet aux jeunes de s'intéresser au secteur agricole. 800 entreprises sont attendues à cette 4e édition du Sahara du 17 au 26 novembre prochain sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Bouët. Ce salon, c'est de l'heure. L'État crée cette plateforme, mais en réalité, c'est pour permettre au secteur et aux acteurs d'avoir des échanges et d'accroître les investissements privés dans le secteur. Parce que le secteur ne pourra pas être développé de façon durable avec des investissements publics. Des investissements également dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Nous aurons des animaux qui viendront d'Europe, qui viendront du Brésil. Et nous avons décidé aussi de mettre l'accent sur les élevages au niveau national. Nous avons des grands éleveurs qui ont fait venir des animaux d'ailleurs, qui à partir des croisements disposent d'animaux assez rustiques
qui s'adaptent à nos climats. Beaucoup de gens ne le savent pas et ce sera l'occasion pour nous d'exposer tous ces animaux. Objectif, encourager l'entrepreneuriat dans le secteur et permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en protéines animales et halieutiques. Le pays importe 400 000 tonnes de poissons par an. À San Pedro, les fruits de mer se font de plus en plus rares. La langouste n'échappe pas à cette réalité. Pourtant, elle constitue le produit phare apprécié des touristes et autres visiteurs de la région. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi cette rareté? Les autorités locales, elles, évoquent un commerce frauduleux et illicite pratiqué par des opérateurs chinois. Ces derniers achèteraient la langouste en très grande quantité à des prix défiant toute concurrence. Nos reporters ont tenté d'y voir clair. C'est un dossier et il vous est proposé par Sam Conan et Franck Quadio. En mer et pour la pêche de langoustes et autres crustacés, les pêcheurs passent entre 48 et 72 heures. Le fruit de longues heures de dur labeur est généralement débarqué les mardis et mercredis. Dans la région de San Pedro, la pêche est encore loin d'être moderne et le résultat s'en ressent. 12 kilos, voire 14 ou 15 pour les pêcheurs les plus chanceux. Parfois, rien du tout. 1207 pêcheurs sont recensés dans le département. En 2016, ils ont produit 33 458 tonnes de crustacés. Cette année, on ne s'attend pas à moins. Paradoxe, alors que le marché local devrait être fourni, il ne l'est pas pour tous. C'est quand même dramatique que dans des endroits comme ici, donc qui sont représentatifs d'un tourisme balnéaire et d'un endroit où on peut consommer des fruits de mer frais, on ait une telle difficulté à en trouver. Et ce n'est pas sans incidence sur les offres des restaurants qui font déjà face à une baisse importante de leur clientèle. Quand on avait les langoustes à 4 000 francs le kilo, on pouvait faire le prix à 8 000. Maintenant que c'est passé à 6 000 francs, voire 8 000, naturellement le prix va changer. Le prix varie maintenant entre 10 000 et 12 000. Dans le département de San Pedro, saisonnière, la moisson de langoustes est à même de satisfaire petits comme gros clients, soutient le maire, non sans un brin d'amertume. On nourrit la population, mais avec quelques passages à vide. Les populations, et notamment les hôteliers, crient leur colère face à un phénomène qui est de plus en plus vu sur le littoral, particulièrement à Grand-Berby. Les acheteurs qui viennent prendre en gros, donc ils font que les approvisionnements manquent. Qu'est-ce que la mairie peut faire? La mairie a des pouvoirs très limités. Nous sommes un pays libéral. Non seulement ils achètent la totalité, mais à un bon prix. Si on doit seulement obéir aux règles du marché, alors on n'aura rien ici. Et effectivement, nos hôtels vont prendre un coup. San Pedro. Le préfet de région, préfet du département, est en réunion avec les principaux acteurs du secteur de la pêche à la langouste. Ousmane Koulibaly veut comprendre les raisons des difficultés qui éprouvent les populations pour se procurer la langouste. Aujourd'hui, sur le plan local, on n'arrive pas à avoir, mais il y a d'autres qui sont en possession. Nous voulons être situés. Et bien de vérités sont dites. Il y a un trafic illicite de langoustes qui s'opère ici à San Pedro avec la complicité des pêcheurs. Il y a 3 opérateurs chinois qui sont ici à San Pedro. Ils ont 2 installations bien cachées. Ils ont créé 6 à 7 bassins, des petites piscines qu'ils alimentent avec de l'eau de mer. Nous, au niveau de nos fichiers ici, nous ne sommes pas informés de l'existence de ces sociétés. Également pointé du doigt la cinquantaine de marailleurs du département. Ces marchands spécialisés dans le commerce, en gros, de produits frais de pêche s'en défendent. Aujourd'hui, au lieu de faire partie des quantités à Abidjan, ne pas être payé, aujourd'hui le Chinois arrive, il dit 10 kilos de langouste. Le pêcheur à côté de moi, je vais lui donner son argent, le lendemain il va partir en mer. C'est ce que nous faisons. Pour une meilleure appréciation de la situation, le préfet décide d'une visite de terrain. Le quai de débarquement du port de pêche accueille en premier la délégation préfectorale
Cap est ensuite mis sur les installations des opérateurs économiques accusés d'être en situation de monopole, d'opérer une razzia sur le marché local et de stocker de grosses quantités de crustacés. Les opérateurs chinois soutiennent n'obéir qu'à la loi du marché. Ça pourrait déjà faire. Quand nous payons aussi là, il laisse un peu pour quand peut-être il y a la fête là, tout ça, les restaurants. Retour en salle. En attendant une enquête approfondie de la gendarmerie, le préfet marque sa volonté de contribuer au retour de la langouste dans les assiettes à San Pedro. Mais un sur le DR halieutique, la langouste est négociée à 5 000, 6 000, pas plus sur le marché de San Pedro. Les pêcheurs, eux, ne manquent pas d'exprimer leurs inquiétudes vis-à-vis des bateaux pirates accusés de racler les fonds des eaux ivoiriennes et devant les faibles moyens des affaires maritimes en charge de leur surveillance. Je rappelle qu'en 2015, en ce qui concerne le point de la pêche des crustacés, le port de pêche artisanal de San Pedro était en tête avec près de 20 tonnes, suivait Grand Bérébi avec 10 tonnes et Gabiadji Fayé avec 3 tonnes, ce qui fait en tout 33,84 tonnes de crustacés pêchés par 1207 pêcheurs. La bonne santé des travailleurs représente un enjeu important pour les entreprises puisqu'elle est liée à une plus grande fidélité, à une meilleure productivité et à une économie substantielle, notamment en ce qui a trait au coût des invalidés. C'est dans cette optique que le Bureau de normalisation du Québec a élaboré la norme BNQ 9700-800, appelée communément « Entreprise en santé ». Je vous propose de suivre cet élément de Citasoro. Une entreprise forte passe aussi par la bonne santé de ses agents. Pour donc réussir, une entreprise a besoin de personnel formé, mobilisé et présent, donc en santé, d'où la notion d'entreprise en santé. Cette notion consiste à reconnaître les pratiques en matière de prévention, de promotion et de pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail. Parmi les difficultés de santé les plus fréquentes en milieu de travail, on peut citer les maladies chroniques non transmissibles, les lésions musculaires et les problèmes de santé psychologique. La norme en matière de santé en entreprise comporte 5 exigences. Toute entreprise doit s'engager dans les pratiques qui favorisent la santé et le mieux-être de son personnel. Aussi, elle doit mettre en place un comité afin de recueillir les suggestions du personnel, réaliser une collecte de données afin d'établir un portrait de la santé de ses agents, promouvoir la santé ou prévenir les maladies par des activités et stratégies. Enfin, évaluer toutes ces activités engagées. Il est profitable à une entreprise d'être proactive en matière de santé et de mieux-être, car les coûts liés à la non-santé des entreprises sont très importants. On peut citer l'absentéisme, les cotisations en matière de santé et les assurances. Ajoutez à cela les pertes de productivité, la baisse de la qualité de la production et les coûts d'embauche et de formation d'employés de remplacement. Nous avons avec nous en plateau Dr Anigra Prince Igor. Dr Anigra, entreprise en santé, qu'est-ce que c'est? Qu'entend-on par cette notion? Alors, merci. Ce que nous pourrons dire déjà, entreprise en santé, c'est une entreprise qui est compétitive, qui est performante, et qui a un capital qui est en bonne santé. Voilà. C'est ça une entreprise qui est en santé. Donc c'est aussi un employeur qui est soucieux du bien-être de ses travailleurs. Donc aujourd'hui, toute entreprise devrait pouvoir aller vers cette démarche-là pour pouvoir être compétitive sur le plan de commerce et aussi avoir un travailleur en bonne santé. Vous privilégiez la prévention? Bien entendu. Nous privilégions la prévention parce que nous avons fait des études. Nous avons fait des études, nous avons essayé de comprendre au moins qu'est-ce que la maladie coûtait à l'entreprise. Elle a un coût pour l'entreprise. Elle a un coût aussi pour le travailleur, elle a un coût aussi pour l'épargne du travailleur. Donc il est important pour toute entreprise de pouvoir mettre en avant la prévention, c'est-à-dire être proactif, aller vers le dépistage des maladies et ne pas attendre que les maladies s'installent. Parce que quand une maladie est installée, et vous avez des coûts qui sont démesurés. Donc on parle beaucoup plus de coûts directs et coûts indirects. Et les coûts directs, c'est quoi? Les coûts directs, c'est les coûts liés aux consultations, aux examens, aux hospitalisations. Et les coûts indirects sont chiffrés par l'absentéisme. Vous savez qu'un travailleur qui est tout le temps dehors à la recherche d'un diagnostic, ou même qui est hospitalisé, il sera plus sur le travail.
Donc ce travailleur sera remplacé par un autre travailleur. Donc l'entreprise aura toujours des charges fixes, mais sera obligée de changer ce travailleur par un autre travailleur qui est venu, qui est moins performant. Donc il va falloir former nos travailleurs. Donc tout cela est mesurable. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les entreprises perdaient beaucoup d'argent. Et pour y arriver, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors pour y arriver, il faut avoir un programme qui est structuré. Le programme qui est structuré, qui part sur plusieurs piliers. Et progressivement, si l'entreprise arrive à mettre en place son programme, respecter les indicateurs qui ont été fixés, parce que pour commencer ce programme, il faut se fixer des indicateurs. Et ces indicateurs sont pris en compte lorsqu'on fait une analyse de la situation. Donc on a des indicateurs et on a des objectifs. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'atteinte des objectifs, on va maintenant vers une certification. Donc on pourra dire à un stade précis si l'entreprise répond aux normes de la satisfaction, de la norme pour l'entreprise en santé. Mais justement, et à quel type d'entreprise cette norme s'adresse? Quelle doit être la taille de l'entreprise? Quels doivent être les services offerts? Est-ce que tout ça, il y a une réglementation? Alors, toute taille d'entreprise, tout type d'entreprise, je dirais. D'abord, on parlait du secteur privé formel et du secteur privé informel. Aujourd'hui, au niveau du secteur privé formel, il y a des grandes entreprises. Les grandes entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, tout le monde est concerné. Les entreprises privées et publiques, les multinationales, tout le monde est concerné. Et c'est encore d'autant plus important parce que les multinationales ont souvent des programmes qui sont un peu divers. Vous avez une multinationale qui a une entité, une filiale en pays anglophone et en pays francophone, elle ne peut pas harmoniser ses programmes. Donc il est important qu'il y ait une norme adaptée à notre contexte local pour ces petites entreprises-là, ces multinationales, et qui puissent être opérationnelles. Et encore, on parle de petites et moyennes entreprises parce que les grandes entreprises sont amenées à travers les petites et moyennes entreprises. C'est les petites et moyennes entreprises qui font l'économie d'un pays. On a, je crois, un peu plus de 36 000 petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. C'est important, c'est important. Donc aujourd'hui, une petite entreprise qui a ses travailleurs qui sont sur le site d'une grande entreprise, mais qui n'ont pas les exigences en matière de santé, peuvent aller jusqu'à même, je dirais même, je prends le cas de la tuberculose, contaminer les travailleurs qui sont dans un programme qui est structuré. Alors, donc il est important qu'une entreprise qui est soucieuse de son capital humain donne peut-être des recommandations aux petites ou moyennes entreprises, aux sous-traitants et autres, pour qu'elles intègrent le programme de prévention. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt proposer même une certaine mutualisation à ces petites ou moyennes entreprises-là, les mettre ensemble, selon les secteurs, et arriver à mettre en place ces petites normes de prévention santé. Et pour y arriver, pour atteindre vos objectifs, est-ce que vous travaillez en collaboration avec le ministère de l'Emploi? Alors, je ne vous dirai pas directement quels sont le ministère de l'Emploi. Vous savez que au niveau du ministère de l'Emploi, il y a déjà la direction de la santé et sécurité au travail, qui a des directives, qui s'occupe beaucoup plus de la gestion du risque professionnel. Et aujourd'hui, la notion de santé même, en fait, aujourd'hui, du travailleur est un gros problème. Donc aujourd'hui, il faut des chiffres. Nous sommes en train de mettre en place des chiffres et nous avons, en toutes nos rencontres, nous associons le ministère de l'Emploi pour essayer de réfléchir, faire ce plaidoyer auprès des entreprises pour pouvoir arriver à mettre en place ces normes-là. Donc aujourd'hui, il est important pour nous, parce que l'idéal, c'est qu'on puisse arriver à légiférer sur certaines pratiques. Parce que dans notre programme, là, dans tous nos programmes depuis que je vais vous dérouler tout à l'heure, il y a certains aspects qui ne sont pas pris en compte. Qui ne sont pas pris en compte en matière de législation. Je prends le cas du VIH-Sida. Avec le cas du VIH-Sida, il y a une loi de défiscalisation qui a été mise en place, mais qui est méconnue. Donc, les entreprises peuvent mener des actions de prévention et être défiscalisées. Ce n'est pas le cas pour le diabète, ce n'est pas le cas pour l'hypertension artérielle, pour l'asthme, ce n'est pas le cas. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse avoir légiférer là-dessus, puisque les entreprises, l'État puisse accompagner les entreprises à avoir des actions de prévention, à investir dans la prévention. Voilà, parce que tout le monde est gagnant. Donc le travail gagne, l'entreprise gagne, l'État gagne, tout le monde gagne. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et que fournit exactement la norme entreprise en santé? C'est un programme, comme je l'ai dit par exemple. Vous avez le comité santé entreprise qui a un plan d'action. C'est un plan d'action que doit dérouler le comité santé. Et ce plan d'action, il est vraiment participatif. Il est fait avec l'engagement de la direction, l'engagement même des syndicats, des travailleurs, du personnel médical, de la direction des ressources humaines, des infirmiers. Tout le monde doit faire partie de ce programme qui est structuré, de ce plan d'action. Et c'est ensemble qu'on pourrait atteindre ces objectifs. Je peux vous donner quelques exemples assez simples, assez précis. Je prends le cas de l'alimentation aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, se nourrir, mettre en place une restauration collective d'entreprise, répond à une certaine démarche. Parce que quand ce n'est pas pris en compte,
il y a déjà un problème de satisfaction. Et quand il y a un problème de satisfaction, vous avez des travailleurs qui ont une cantine, qui ne s'intéressent pas à la cantine, qui vont manger ailleurs, vont peut-être aller, je ne vais pas s'intoxiquer, mais peut-être aller manger de façon déséquilibrée ailleurs, alors qu'on aurait pu leur organiser des menus adaptés à l'activité, bien organisés, bien structurés, avec une notion d'hygiène bien précise. C'est un gain pour l'entreprise. Mais quand cela n'est pas mis en place, on crée une satisfaction, on crée une insatisfaction et ça va même jusqu'à jouer sur le climat social de l'entreprise. Donc ça, en matière de rentabilité, ce n'est pas moins qu'une entreprise. Donc l'entreprise devra pouvoir respecter ces étapes que nous allons mettre dans la norme. En matière de transport, c'est le cas aussi. Vous savez, quand ce n'est pas bien normalisé, les entreprises travaillent des sous-traitants, par exemple des transporteurs du personnel. Il faut savoir aujourd'hui, ces transporteurs-là, est-ce qu'ils ont un chauffeur? Et ce chauffeur a été formé. Et ce chauffeur est évalué régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui transporte 40-50 personnes tous les jours. On a des cas où il y a eu mort d'homme. Donc, il faut que l'entreprise vérifie si le prestataire, le sous-traitant déjà, est soucieux de l'état de santé de son chauffeur. Parce que vous avez un chauffeur qui ne voit pas clair, qui transporte 50 personnes, qui va jeter d'un caniveau. Je pense qu'il y va de la responsabilité de qui aujourd'hui? Ça n'a pas été normé. Est-ce la responsabilité de l'entreprise ou la responsabilité du sous-traitant? Tout cela doit répondre à des mesures précises, bien établies. Et tout cela contribue à avoir un milieu de travail sain dans l'entreprise? Bien sûr, bien entendu. Milieu de travail sain, effectivement, quand vous avez une entreprise avec des travailleurs qui ont des maladies chroniques non transmissibles, donc qui sont amenés à avoir des comportements ou bien des prises de médicaments, des horaires ou bien des tâches qu'ils ne doivent pas appliquer, ces travailleurs ont besoin d'un soutien des collègues, soutien de responsables et tout cela. Mais quand ils ne sont pas soutenus, donc, cela entraîne ce qu'on appelle le présentéisme. C'est ça. Donc le travailleur, il est sur le lieu de travail, mais il est complètement absent. Il n'est plus opérationnel. Donc, si l'entreprise met des mesures d'accompagnement, ce travailleur sera bien soutenu et pourra être plus opérationnel. Oui, voilà. La norme entreprise en santé est une entreprise qui est certifiée ISO. Il y a nuance? Il y a nuance. En fait, nuance aussi, bon, je le dis tout en souriant, parce qu'aujourd'hui, c'est depuis un certain nombre d'années, vous savez que toutes les entreprises sont en train d'aller vers la démarche de certification ISO, la satisfaction client. Donc, on est plutôt soucieux de la clientèle. Donc, on fait plaisir à sa clientèle pour être plus compétitif, pour faire des chiffres. Mais aujourd'hui, on oublie qu'il y a ce capital humain-là qui lui contribue à faire ces chiffres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse un peu demi-tour pour qu'on puisse s'intéresser à ce capital humain-là qui est pourvoyeur de richesses d'économie dans nos pays. Donc, voilà, aujourd'hui, je veux dire qu'il y a une petite différence. Voilà. Et quelles sont les exigences que comporte la norme entreprise en santé? D'abord, je veux dire, au départ, c'est l'engagement. C'était un engagement fort. C'est pas avoir une entreprise ou le chef d'entreprise, bon, mais je voudrais avoir cette norme-là, et puis, bon, on engage un peu. Non, il faut qu'il prenne l'engagement de le faire. Et quand il prend l'engagement, il met à disposition des ressources financières, des ressources humaines et tout, pour pouvoir y arriver. Il faut qu'il y ait de bons partenariats avec des expertises pour pouvoir mettre en place des programmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on emploie des travailleurs, mais on n'emploie pas des travailleurs pour mettre des programmes. Or, il y a aujourd'hui des expertises pour pouvoir accompagner les entreprises. Donc, il faut qu'il y ait des partenariats francs avec des prestataires pour y arriver. Premier point, l'engagement. L'engagement. Et puis aussi, quand même, il faut savoir faire quand même l'état des lieux. Parce que c'est à partir de l'état des lieux qu'on se donne des indicateurs. Alors, on se dit, par exemple, aujourd'hui, je prends le cas du niveau de connaissance. Si on se rend compte qu'il y a au moins 10% de nos travailleurs qui ont une connaissance sur les maladies non transmissibles, on peut se donner comme objectif d'atteindre au moins 80% d'ici 2-3 ans sur le niveau de connaissance. Donc, ce sont des indicateurs qu'on va se donner pour atteindre nos objectifs. Voilà. Troisième élément aussi important, c'est de pouvoir adapter un programme, une disponibilité au niveau des ressources des travailleurs. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans les entreprises, quand on parle de personnes membres de certains comités de santé, il faudrait que l'entreprise permette à ces personnes de ressources de pouvoir travailler correctement sur le programme de l'entreprise. Que gagne concrètement une entreprise en santé ou une entreprise qui n'est pas en santé? Qu'est-ce qu'elle perd? Alors, je dirais une entreprise qui n'est pas en santé perd beaucoup d'argent. Elle perd sans le savoir. Je prends le cas simplement des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, avec les différentes prévalences que nous savons. Aujourd'hui, le diabète est autour de 5, 6, voire 10% des entreprises. Vous savez que le traitement d'un travailleur diabétique, c'est au moins 3 jours de travail perdu en économie. Nous allons vers un déséquilibre total des budgets de santé dans les entreprises à cause de l'impact
socio-économique du diabète. Vous savez, je prends une entreprise qui cotise aujourd'hui 400 millions pour un nombre d'entreprises, pour couvrir le palud, le diabète, l'hypertension et autres, peut se retrouver à engager seulement 10 ou 15% de son budget là pour s'occuper seulement de 10% de ses enfants qui sont diabétiques. Sans compter encore les complications qui peuvent y arriver, amputation, derrière insuffisance rénale et tout ça, qui amène vers l'invalidité. Donc ça, c'est des coûts indirects encore qu'on ne peut pas savoir. Si on Dernière question, très rapidement, y a-t-il des entreprises en santé en Côte d'Ivoire? Il y a, je ne dirais pas tout à fait. Il y a des entreprises qui ont déjà des débauches de programmes qui peuvent arriver. Mais il faudrait que cette entreprise-là le fasse dans le cadre d'un programme qui est bien structuré, qui est bien organisé pour y arriver. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Anigra. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de terminer ce journal, sachez que 82 lycéennes de Chibok ont été libérées hier samedi au soir au Nigeria. C'est ce qu'a annoncé la présidence nigériane. Ces jeunes filles avaient été capturées en avril 2014 par le groupe terroriste Boko Haram. Elles étaient 276 le jour de leur enlèvement. Aujourd'hui, avec cette dernière vague de libération, il resterait encore plus de 110 lycéennes en captivité. Et puis au Tchad, nouvelle disparition d'un membre de la société civile. Maoundé Delatorre, militant de la Convention tchadienne pour les droits de l'homme et porte-parole du mouvement Ça doit changer, a disparu dans la soirée du vendredi 5 mai à Mondou, dans le sud du pays. Sa famille est sans nouvelles de lui et de nombreuses voix dénoncent un enlèvement. Merci au rédacteur en chef Adama Kone, à Sophie Brou et Arlène Poka qui assuraient la réalisation. Quant à vous, chers téléspectateurs, bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.